15 blessés, dont 13 légers. C'est le bilan encore provisoire de la déflagration d'hier à Kissirindi, dans la ville de Goma. La police scientifique est sur le site pour élucider cette affaire macabre. L'industrie touristique et les chaînes hôtelières font toujours bon ménage. Le ministre du Tourisme a patronné la cérémonie de signature du partenariat qui voit l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN, et Serena Hotel convolés en juste noces. Des universités et instituts supérieurs avec les effectifs toujours approximatifs sont incompatibles avec le système LMD dans les efforts de numérisation du secteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a remis les 2 premières cartes biométriques à l'université de Kinshasa. Voilà pour les titres. Comme de tradition, chaque vendredi, le gouvernement était en Conseil des ministres. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, la saga des pompes essence, des points débattus à cette réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre en distanciel et dont le compte-rendu vous sera fait par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubumbashi. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est acté. La République démocratique du Congo fait son entrée comme 7e pays membre de la communauté Afrique de l'Est. La signature du traité d'adhésion de la RDC dans cette organisation sous-régionale est intervenue aujourd'hui au State House de Nairobi en présence des chefs d'État ougandais, rwandais et kenyans et tout naturellement celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. C'est dans une ambiance solennelle au State House du Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. En apposant sa signature dans le traité d'adhésion ce vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence du président Uhuru Kenyatta, président en exercice de cette organisation sous-régionale, du président ougandais Kaguta Museveni et du président rwandais Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Uhuru Kenyatta, l'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion marque également la réalisation des plans du président Félix Antoine Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Devenu 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 5 États membres de l'organisation et représente environ 6% des exportations des pays. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a fait part de sa satisfaction. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage, qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient
improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Parmi les retombées de cette adhésion figure la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Notez que lors de son discours d'acceptation d'adhérer à cette organisation, le chef de l'État avait proposé la création d'une nouvelle institution au sein de la communauté d'Afrique de l'Est qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, s'est réveillé dans les mois total. 6 morts et 15 blessés, c'est le bilan provisoire de l'explosion hier soir d'un engin explosif au camp militaire Katindo. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer l'origine de cette explosion. Regardez. Dans une explosion d'un engin survenu dans la soirée du jeudi 7 avril 2022 au camp militaire Katindo, selon le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, la nature de cette explosion reste à déterminer par les enquêteurs. Au terme d'une descente sur le lieu du drame, aux premières heures de ce vendredi 8 avril, l'autorité provinciale s'est dit très émue pour la perte des vies humaines, parmi lesquelles figuraient un lieutenant-colonel et son épouse, un capitaine ainsi qu'un adolescent d'environ 12 ans. Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. À ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'avec des déflagrations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et des déflagrations, ça doit être un engin explosif improvisé. Pour l'instant, c'est 6 morts, et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. La population doit rester calme. Nous sommes dans la province, nous faisons face donc, au terrorisme. Que la population ne cède pas à cette terreur-là. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi. Rappelons que le drame s'est produit dans une terrasse située au cœur même du camp Katindo, communément appelée Maison Mère chez Werason. Les restes des corps des victimes ont été aussi récupérés. Les enquêtes sont en cours avec l'appui de la police scientifique de la MONUSCO. À Kinshasa, 2 lois de ratification votées hier à la Chambre basse du Parlement, l'une portant autorisation de la convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo pour le transfert des prisonniers, et ça a été renvoyé au Sénat pour seconde lecture, et l'autre loi portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, et elle a été renvoyée à la commission mixte PAJ et ECOFIN. Les détails avec Sylvie Mouembo et Bernard Baudou. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diakwanga. Il a porté dans la foulée l'examen et vote de la loi autorisant la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, ainsi que le projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le Royaume de Belgique et la RDC sur le transfèrement de personnes condamnées. L'économie générale de ces 2 textes de loi a été présentée par le vice-ministre de la Justice. Amato Bayoubaziré a expliqué à la représentation nationale l'importance de cette convention qui ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, mais à la demande d'entrée judiciaire. Après débat, les élus du peuple ont adopté les 2 projets de loi. Ces textes ont été renvoyés au Sénat pour seconde lecture. Concernant le projet Pont-Rotrail sur le fleuve Congo, une plateforme de liaison de toute l'Afrique, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, a présenté le projet de financement, construction et d'exploitation du Pont-Rotrail sur le fleuve Congo. Une vision continentale qui vise à relier l'Afrique du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest afin de faciliter les échanges culturels et commerciaux. S'inscrivant dans cette vision continentale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attend voir la trajectoire de développement de la RDC se matérialiser à travers la réduction du déficit infrastructurel.
Vu l'importance de la matière, l'Assemblée plénière a voté les 10 projets de loi et renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Enfin, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, venu présenter des projets de loi liés aux appuis budgétaires attendus par l'exécution de la loi des finances 2022, a soumis à l'Assemblée plénière quelques innovations de ces projets de loi. Le rite congolais dans la célébration eucharistique, couché dans un livre de 259 pages intitulé « Le pape François et le missel romain pour les diocèses du Zaïre », préfacé par le pape François lui-même, a été présenté aujourd'hui par Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat et chrétien catholique à l'UCC, en présence du cardinal Fridolin Ambongo et du nonce apostolique. L'ouvrage est le fruit d'un travail d'une Congolaise, la sœur Rita Mboso-Congo, professeure à l'Université pontificale de Rome, et de plusieurs enseignants de l'UCC, Galor Kimpianga. Le pape François et le missel romain pour les diocèses du Zaïre, c'est un livre qui a été présenté ce vendredi à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo, en présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et d'autres personnalités de l'Église catholique. Cette œuvre d'esprit étalée sur 259 pages. Très émerveillé par le rite zaïrois dans la célébration eucharistique, le pape François, qui a préfacé cet ouvrage, indique que le rite zaïrois est retenu comme un exemplaire à l'inculturation liturgique de l'Église catholique romaine, d'où son appel à l'Église locale dans un message vidéo en direct. Le chef de l'Église catholique a demandé à l'assistance de s'approprier cette célébration liturgique faite en sa propre culture. Motif de satisfaction pour l'abbé recteur. L'honorable Modeste Bahati, président du Sénat, qui, dans sa casquette à la fois de chrétien fidèle catholique, mais aussi de professeur, a montré l'importance de toutes ces recherches sur l'africanisation. Pour le président du Sénat, l'un des intervenants à cette activité, lorsque l'évangile est prêché dans une langue locale, les fidèles s'en approprient. Ce qui est particulier ici, c'est l'animation. Le fait que déjà la messe, lorsqu'elle est dite, tout le monde peut la suivre parce qu'elle est donnée dans la langue locale. Et ceci renforce la foi. Non seulement que ça renforce la foi, mais aussi on sent qu'effectivement on communique avec Dieu, on communique avec son Église. Monseigneur le nonce apostolique Estero Balestero a insisté sur le fait que ce missel est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a pris du temps. C'est un processus qui a mûri d'abord avec Monseigneur Mondiri Roy, ensuite avec Monseigneur Mosengo, qui a soumis ce rite à la congrégation pour le culte divin au moment où il était évêque de Kisangani et président de la Senko. La OU jouera un rôle important dans le programme de développement de 145 territoires, surtout dans le secteur agricole, propos d'un encadreur des maraîchères. Il est au micro de Marc Mangazakalala. Mon organisation Tosalela Congo est porteuse d'une mission devant permettre la concrétisation du programme du gouvernement de la République, qui est effectivement incarné sous la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa vision voudrait que les sols congolais prennent la revanche sur les sous-sols. Raison pour laquelle notre organisation s'est donné une mission, parce que nous rendons compte que depuis des décennies, l'économie de la République démocratique du Congo se repose sur les richesses du sous-sol, autrement dit les richesses minières. Nous devons changer ce paradigme, d'autant plus que ces richesses ne sont pas exploitées par les Congolais. Pour notre organisation Tosalela Congo, il est impératif que nous nous appuyions sur les secteurs agro-pastoral pour que ce secteur devienne un pilier, un poumon économique du pays. Et en second lieu, nous aimerions aussi promouvoir et vulgariser les produits des terroirs de la République. Comme vous le savez, dans ce pays, nous avons beaucoup de richesses dans le secteur agro-pastoral et chaque province dans ses diversités. Notre organisation se donne pour mission de promouvoir et de vulgariser ces produits à travers les acteurs de ce secteur. En justice.
justice, les avocats du barreau de Kinshasa-Gombe suivront dans le tout prochain jour une série de formations pour leur mise à niveau. Et pour ce faire, les responsables de ce barreau et le directeur général de l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA viennent de procéder à la signature d'un accord de principe. Les détails avec Bobé Tengali-Samba et Papi Mbongo. L'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, Ersuma, et le barreau de Kinshasa-Gombe veulent cheminer ensemble pour la formation des avocats. L'accord signé ce jeudi 7 avril 2022 entre le professeur Mayata Ndia Mbaye et le bâtonnier Jean-Claude Mbaki pose ainsi le jalon de cette collaboration telle que voulue par les deux parties. C'était en présence des membres du Conseil de l'Ordre. Je voudrais franchement le remercier de cette opportunité qu'il offre à l'école régionale supérieure de la magistrature d'atteindre un public cible de plus de 2000 avocats. Si les autres bâtonniers arrivent à faire de même, ça pourra nous permettre d'avancer et de faire de telle sorte que cette règle de droit que nous avons ne soit pas une règle de droit sur le papier, mais que ce soit véritablement une règle de droit sur le terrain. Ceci est une réponse aux besoins exprimés par le bâtonnier Jean-Claude Mbaki qui tient à la mise à jour des avocats de son barreau. Il faut que nous puissions mettre à jour les avocats. C'est un défi à relever et nous allons maintenant avec l'ERSUMA faire un planning du travail, définir le thème, les communs accords, en prenant en considération nos besoins à nous, les besoins des avocats. Et cela va se matérialiser par des formations à la carte. Motivation partagée par le Conseil national des avocats, le bâtonnier national Michel Chebele Makoba se dit favorable. Que les autres barreaux imitent un peu ce qui s'est fait au barreau de la Gombe ici, dans l'intérêt de l'image même du barreau congolais. Cette belle initiative est la première. Dans un élan collectif, elle peut inspirer d'autres barreaux à emboîter le pas. Serena Hotel, déterminé à se faire l'ambassadeur de l'ICCN pour amener plus de tourisme nationaux et internationaux pour visiter le parc national de Virunga. Les deux parties viennent de signer un accord mutuel d'entente sous le regard du ministre du Tourisme, Modéron Simba. Memorandum d'attente mutuelle entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et l'hôtel Serena de Goma a été signé le vendredi 8 avril pour faciliter l'accès au parc national de Virunga à tout visiteur qui sera intéressé par la nature congolaise via les services qu'offre Serena Hotel. C'est sous la supervision du ministre national du tourisme Modéron Simba que le directeur général ad intérim de l'ICCN Olivier Moussiete et le responsable de Serena Hotel ont apposé les signatures à cet accord d'attente afin de relancer les tourisme local, précise le ministre. Relance du tourisme local, ça veut dire nous avons mis en place un document qui permet aux visiteurs du Nord Kivu qui vont héberger dans l'hôtel Serena de visiter le parc de Virunga et l'île de Tchegera, l'ensemble des packages qui est géré par la Virunga Fondation. C'est juste un signal pour d'autres opérateurs touristiques et que l'État congolais n'a jamais concédé la totalité des attributions sur le parc de Virunga. Ça veut dire que le parc de Virunga est ouvert pour tout opérateur congolais pour faire visiter ses clients ou les touristes venant de l'étranger ou des touristes nationaux. Et nous allons d'abord commencer par Rumangabo et l'île de Tchegera. Pour l'ICCN, rien ne peut faire attendre l'application de l'accord signé car l'accessibilité aux richesses naturelles du parc est ouverte à tous. Le fait d'ouvrir la porte au tourisme ici sur le site du parc national de Virunga est très symbolique. Parce que la question d'insécurité, c'est ici à Virunga qu'elle est la plus forte. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, nous avons déjà une dizaine de destinations qui sont accessibles et sur lesquelles il y a la paix. Parc marin des mangroves, Bombolumene, Upemba, Kundelungu, Salonga, pas très loin d'ici vous avez la réserve de faune à Okapi, vous avez Garamba, toutes ces places-là aujourd'hui sont ouvertes et on n'y va pas parce qu'il y a un genre de petite frilosité, de crainte, etc. Non, aujourd'hui les portes sont ouvertes, allons-y et le fait de démontrer ça aujourd'hui ici à Goma avec l'hôtel Serena est un très bel exemple. Le responsable financier de Serena Hotel précise que la promotion du tourisme est aussi parmi les objectifs de leur entreprise. Parmi les objectifs de Serena, nous avons toujours promouvoir le tourisme. Nous allons orienter les clients parce que nous allons faire la promotion, nous allons faire le marketing pour que les gens puissent venir ici à Goma
être logé au niveau de Goma Serena et aussi aller visiter les parcs de Virunga. Cette signature du mémorandum d'attente a connu aussi la présence du directeur du parc national de Kaouzi Biega à côté d'autres responsables intervenant dans le secteur du tourisme, y compris le directeur du parc national de Virunga, Emmanuel Demerode. Affaire Victor Wakenda Bokassa du parti présidentiel. Après plusieurs semaines d'audition, le verdict est enfin tombé. Il est déchu de ses fonctions du président de la Convention démocratique de l'UDPS. Il lui est reproché le refus de répondre à l'invitation de cette commission à l'Embikaï. Victor Bokassa Wakenda ne peut plus engager le bureau de la Convention démocratique du parti CDP, organe délibérant de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi. Ceci est une sentence de la Commission nationale de discipline de l'UDPS. Plusieurs griefs ont été retenus contre cet ancien président de cet organe du parti présidentiel. C'est notamment le refus de répondre aux invitations de la Commission pour présenter ses moyens de défense et la délocalisation du siège de l'UDPS. La Commission nationale de discipline a pris les graves sentences suivantes. M. Victor Wakenda Bokassa est déchu de ses fonctions de président de la Convention démocratique du parti ainsi que le CDP, selon l'article 66, alinéa 4 des statuts de l'UDPS Tshisekedi. Toutefois, il reste membre de cet important organe, étant nommé par le président du parti, comme tel par la décision 26, comme nous venons de le dire, sauf que sa non-participation éventuelle aux travaux de la CDP sera considérée comme une désertion. Qu'il restitue tous les documents et archives de la CDP par le canal du secrétaire rapporteur du bureau de la CDP, faute de quoi il ne fera que multiplier les manquements qui seront pris en compte par la CND. En attendant de nouvelles dispositions, le vice-président Augustin Bamiseya fera l'intérim du président de la CDP et le secrétaire rapporteur Yves Florentin Akweti reprend immédiatement ses fonctions au sein du bureau de la CDP. Suivez à présent comment se présente le programme des obsèques des accidentés de la rivière de Maïndombe ici à Kinshasa. Dans la nuit du 16 au 17 mars 2022, une calamité s'est abattue sur la province du Kwilu par la perte de 9 compatriotes. Nos collègues sont partis des Mongata, des 0R et sur la surface du pont Maïndombe, deux faits. D'abord les brouillards hydriques et puis les manques de l'efficacité du frein, selon la déclaration des rescapés. Parmi les 11 compatriotes, 9 sont décédés. Parmi les 2 rescapés, il y a Honorable Franck Gatola, Eli de Gungu et un étudiant. Parmi les décédés, on a compté 3 députés provinciaux du Kwilu, notamment Honorable Ifumu, le propriétaire de la Jeep, Honorable Ndiba, élu de Idiofa, Honorable Nkusu, élu de Bagata. Voici les programmes liés à ces obsèques. Le 8 avril 2022, la famille respective, eu égard à la coutume naturelle, a demandé que la veillée mortière soit organisée de manière dispersée par la famille. Le 10 avril 2022, par l'instruction du président de la République, tous les députés provinciaux de la République qui sont présents à Kinshasa, de concert avec tout le monde de bonne foi, nous nous retrouvons dans le stade municipal Vélodrome à Kintambo. De 8h à 13h, nous sommes sur l'esplanade de ce stade municipal, Vélodrome de Kintambo, après quoi nous irons au cimetière Nécropole 1 sur la route de Bandundu, de Grand Bandundu. Après inhumation, tous seront transbordés sur l'esplanade de l'espace Kage, 16e rue Limité, pour un bain de consolation. C'est seulement après ce bain de consolation que nous allons dire intégralement au revoir aux illustres disparus.
Kamonia Kalumuna, c'est lui le nouveau directeur général intérimaire de l'OGEFREM. Il vient de prendre son fauteuil au terme d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général au transport, cérémonie organisée aujourd'hui aux installations de cette entreprise publique chez Dichala. L'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM a vivement besoin d'une stabilité indispensable à son bon fonctionnement. Olivier Mandila Moutala, directeur général ad intérim, passe la main à Justin Kamonia Kalumuna, l'EMS, désigné directeur général ad intérim par le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende. Il sera secondé par Théo Yamayama, directeur général adjoint ad intérim. La cérémonie de remise-reprise, présidée par le secrétaire général au transport, Dona Bangoula Mugangu, était l'occasion de mettre en exergue le rôle moteur de l'OGEFREM dans l'économie congolaise. Ce que vous posez comme acte chaque jour au quotidien, ça impacte directement la vie nationale. Les systèmes de transport jouent un rôle que le sang joue dans le corps humain. Donc c'est cette vitalité-là. Et vous, comme OGEFREM, vous êtes là pour garantir cette vitalité au sein de l'économie nationale. Après échange des signataires, des procès-verbaux, Justin Kamonia a appelé les cadres et agents de l'OGEFREM au travail dans un esprit de collaboration pour qu'enfin cet établissement public atteigne les missions lui assignées par le gouvernement de la République. Étudiants, corps enseignants et administratifs de toutes les universités de la République démocratique du Congo auront bientôt des cartes biométriques, une façon d'éviter toute fraude au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire au Dépenda. Elle est la première étudiante de l'université de Kinshasa qui vient d'obtenir sa carte biométrique après quelques minutes de capture pour son identification. C'est par ces gestes que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi, vient de lancer, à partir de l'UNIKIN, l'opération d'identification de tout le personnel au sein de l'ESU et de tous les étudiants de toutes les universités de la RDC. Cette carte numérisée, obtenue par la capture et l'empreinte digitale, peut contenir plusieurs données biométriques de l'étudiant ou de l'enseignant et offre des innombrables avantages. Le ministre Winton Nzangi précise que cette innovation apportée dans la gestion des activités académiques et scientifiques rentre dans le cadre de l'assainissement du monde universitaire. Nous avons lancé ce travail d'identification des étudiants, d'identification aussi du personnel. Et c'est très important pour nous, en tant qu'université de Kinshasa aujourd'hui, d'avoir une vraie base de données. Ça nous permet de faire la promotion de nos professeurs. Pour les étudiants, nous voulons avoir la maîtrise des effectifs. Et cette identification des étudiants va nous permettre de leur donner les possibilités d'accéder au bus grâce à Academia. Cette identification des étudiants nous permet de leur attribuer des numéros et ces numéros nous permettront de poursuivre leur scolarité. S'il a échoué à l'INIKIN, il ne peut pas aller se faire inscrire ailleurs, falsifier des documents. Ça nous permet d'authentifier nos diplômes. Donc ça va nous aider, cette numérisation, à faciliter la gestion. Les recteurs de l'UNIKIN, les professeurs Jamaïka Yembe et une suite de professeurs étaient au premier plan en vue de prêcher. Par l'exemple, bien avant la cérémonie, le ministre de tutelle a échangé avec le comité de gestion de l'UNIKIN sur quelques dossiers. Qu'est-ce qui est fait dans le secteur de mines et qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, la Chambre de mines et la FEC ont tenu une conférence de presse aujourd'hui pour faire un état des lieux. Françoise Boulabois qui nous en parle. Le secteur minier congolais occupe une part importante dans le budget de l'État. Des efforts consentis dans ce secteur pour développer l'économie nationale sont considérables mais moins vulgarisés. C'est dans ce cadre que s'est tenue cette conférence de presse par la Chambre de mines sur l'état de lieu du secteur minier en RDC. D'entrée de jeu, le président de la dite chambre, Louis Watoun, a dans son intervention prouvé comment l'industrie minière participe à l'économie de la RDC. Nous avons montré que le secteur minier a un visage humain. Il faut laisser une trace dans le sable, que le vent de l'histoire ne sera pas effacé. Et cette empreinte-là, c'est l'empreinte où nous créons des valeurs, des richesses, nous les partageons avec toutes les parties prenantes pour que tout le monde avance. Quand je crée 2000 emplois, et que j'ai devant moi 20 000 demandeurs, vous ne verrez pas mes efforts. Mais si nous diversifions l'économie et nous rendrons notre pays un grand chantier,
les 18 000 chômeurs vont trouver de l'emploi et alors là vous verrez tangiblement la différence. Il était également question pour les orateurs du jour de démontrer l'état de relation avec le parti prenante et les préoccupations de l'industrie minière. Les statistiques démontrent que l'industrie minière a généré près de 6 milliards de dollars américains de revenus à l'État entre les années 2018, 2019 et 2020. Les mandataires en mine estiment que l'apport de l'industrie minière n'est plus à démontrer. Madame Marie Chantal, vice-présidente de Glencore RDC, explique. Nous soutenons l'entrepreneuriat local pour nous assurer qu'avec le temps, nous augmentions la proportion en fait, de la consommation locale au travers de cet entrepreneuriat local. La coordinatrice de la Chambre de mines, Bernadette Poundou, a réitéré sa confiance à toutes les parties prenantes pour leur appui dans le secteur minier, ainsi qu'à la FEC qui, à travers la Chambre de mines, s'engage à favoriser l'émergence de champions de l'industrie. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé rassure les entrepreneurs de la détermination du gouvernement pour l'octroi des contrats aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Le directeur général de cette structure l'a démontré lors de la 2e édition du forum Challenge Entreprise. Françoise Belaï, Merindeki. Sous le thème « L'entrepreneuriat congolais à l'heure de nouveaux enjeux », la 2e édition Challenge Entreprise, tenue dernièrement à Kinshasa, a connu la participation de plusieurs responsables de différentes structures évoluant dans le secteur de l'économie et de l'entrepreneuriat. Présent à ces assises, le numéro 2 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Alain Boussi, a dans son intervention démontré les biens fondés de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, une loi qui donne accès au marché pour le PME à capitaux majoritairement congolais. Cette loi a été prise à la faveur d'un constat selon lequel toutes les activités connexes et annexes aux grandes activités, ça veut dire la sous-traitance, étaient jusque-là monopolisées par les entreprises étrangères. Comment faire pour faire en sorte que les Congolais aient accès au marché, et ce, dans tous les secteurs de l'économie nationale. De cette façon-là que le législateur congolais a pensé faire en sorte que les Congolais participent au marché de sous-traitance. Pour mieux s'approprier de cette loi, l'ARSP a créé un site web permettant aux entreprises congolaises évoluant dans la sous-traitance de s'enregistrer afin de bénéficier des opportunités qu'offre cette loi. Il faut à tout prix braver les obstacles qui plombent le processus de mobilisation des recettes douanières et des accises. C'est le mot d'ordre du staff de l'administration générale des douanes au sortir de la réunion annuelle des directeurs centraux et provinciaux. Rikin Zozoloya Mayuel. En présentiel et d'autres en visioconférence pour évaluer entre autres le niveau des ressources internes pour l'exercice 2022, selon que les assignations sont de l'ordre de 4 565 milliards 900 millions de francs congolais des recettes douanières et accisiennes à couvrir dans le cadre du contrat de performance signé par la DGDA. La directrice générale de cette régie financière, Jeanne Blandine Kawanda Walom, qui a présidé la réunion annuelle des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA, a présenté sa vision. J'ose croire qu'à ce stade, ma vision de la douane a été suffisamment dévoilée. Il s'agit d'une part de placer l'homme au centre de l'action, en mettant l'accent sur la promotion de l'éthique professionnelle, en vue de lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes. Je saisis cette opportunité pour réitérer ma particulière gratitude au chef de l'État pour la marque de confiance placée en ma personne afin de présider aux destinées de notre administration avec l'assistance de mes 2 adjoints que vous connaissez déjà. Elle reste favorable à une nouvelle mise en place et au partenariat gagnant-gagnant avec les opérateurs économiques. En rapport avec la problématique de la fraude sur la valeur, la directrice générale de la DGDA recommande une application correcte des différentes méthodes d'évaluation en douane afin d'éviter les minorations des valeurs lors de la déclaration en se basant sur l'utilisation valable des outils de réforme.
Tout est bien qui finit bien. Le mois de mars, mois dédié à la promotion de la femme, s'est clôturé à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, a remis des kits de résistance aux femmes formées sur l'éducation financière. Cédric Kenina nous fait revivre quelques temps forts de cet événement. C'est en grande pompe que les activités dédiées au combat de la femme se sont clôturées à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, sous la présidence de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, représentant des confessions religieuses locales, ministre des exécutifs provinciaux de l'espace Kasaï, ayant dans leurs attributions le genre, structures féminines et autres autorités politico-administratives ont répondu présents à cette cérémonie à la dimension nationale. Dans son allocution, la patronne du genre a remercié les chefs de l'État et les premiers ministres pour leur accompagnement dans la promotion des droits de la femme dans un contexte si particulier, c'est lui, la lutte contre les changements climatiques. Pour atteindre notre idéal, la femme doit encore une fois prendre conscience de la situation de l'heure, s'organiser en coopérative, s'instruire, faire des formations d'apprentissage, quel que soit l'âge, entreprendre, faire la politique, en adhérant dans un parti politique pour affirmer son leadership. La ministre du Genre du Kasaï oriental a peint à son tour les tableaux sombres sur la situation difficile des femmes dans le Kasaï oriental, victimes très souvent des violences basées sur le genre. Des kits de résilience ont été remis à un échantillon représentatif des femmes participantes à l'atelier de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs. Question de booster les activités génératrices des revenus. S'en est suivi la visite des stands des produits locaux. Miss Indépendance RDC 2022 a ouvert ses portes le 8 avril 2022 à Kinshasa, et cela pour encourager les femmes à poursuivre leur éducation formelle et à être une source de socialisation. Paulette Lomba. Ériger la nouvelle génération de femmes congolaises leaders en vue d'insuffler des valeurs, des principes, des normes et des comportements aux candidates dans la mission de faire ressortir leur beauté intérieure. C'est là la vision de l'aventure Miss Indépendance RDC 2022, deuxième édition. La cérémonie de l'appel à candidature dans les 26 provinces a eu lieu ce 8 avril 2022 à Kinshasa par la présidente du comité d'organisation Miss Indépendance RDC 2022, deuxième édition, Madame Véronique Kachala. Pour ce lancement, je tiens vraiment à ce que ça aille jusqu'au bout. C'est un combat et je tiens à remercier les parents surtout qui nous ont accompagnés et qui ont accompagné leurs filles. Et certains qui sont ici, que tout le monde envoie sa candidature et que nous ayons les 2 mois que nous avons de préparation, que nous arrivons jusqu'à la fin. Au critère 1m74, 18 à 25 ans et que les diplômes d'État et la nationalité congolaise soient là. Notons que la finale des aventures de Miss Indépendance RDC 2022, deuxième édition, aura lieu à Kinshasa le 30 juin de l'année en cours. Processus électoral, actualisation des cartographies opérationnelles du niveau 1. 326 agents et cadres de la CENI venus des 26 provinces viennent de renforcer leurs capacités pendant 7 jours. Ces assises ont été clôturées par le président de la CENI, Dini Kedima, Teti Samba et Hervé Mpouti. 326 cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante venus de 26 provinces ont été outillés sur l'actualisation des cartographies opérationnelles. Le président de la centrale électorale de Nikadima Kazadi a formulé le vœu de voir les enseignements reçus être mis en pratique par les bénéficiaires. Je suis convaincu que vous serez sans complaisance dans votre travail. Effectivement, tous les collègues ont parlé de l'ENI. En effet, ce n'est pas un slogan. Nous pensons qu'après 3 cycles électoraux, nous sommes dans le 4e cycle, il y a des choses, il y a des fautes que nous ne pouvons plus nous permettre. Il est vraiment important que chacun joue son rôle
avec toute la responsabilité nécessaire. Débuté le 1er avril dernier, les participants ont analysé les aspects administratifs et financiers, les conditions de réussite d'une formation de qualité, le déroulement de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles, la présentation et le remplissage des fiches. Le secrétaire exécutif national Toto Mabik Totokani, félicitant les participants pour leur assiduité en plus de leur application, s'est réjoui de la contribution des membres de la CENI de la supervision managériale et quotidienne. De son côté, Paul Mouindo Moulembere, en présentant les résultats de cette cascade, fondement de toutes les opérations électorales, a relevé quelques difficultés rencontrées. Pour sa part, Sylvie Berembano Balume, questeur adjoint, a invité les participants à s'inscrire dans la vision du nouveau management incarné par Denis Kadima Kazadi, qui porte essentiellement sur le rebonding, notamment la refonte de l'identité d'une marque conduisant au changement des paradigmes de la centrale électorale. Plusieurs postes noirs dans la capitale, l'électricité se fait de plus en plus rare et pour cause des pannes observées sur le groupe 26 et 23 Dingue 2. Une équipe de la SNEL est à pied d'œuvre et une délégation de la direction générale est arrivée sur place. On écoute Henri Macap et Amouteb, directeur de production Ouest au micro de Yvette Makontima. On avait 6 machines sur 6 à Inga 1 et 6 machines sur 8 à Inga 2. Aujourd'hui, en date du 26 mars, nous avions eu une panne du groupe 6 G26 Dinga 2 et en date du 3 avril, nous avions eu une panne du groupe 3 G23 Dinga 2. Cela a suscité une sous-production à partir d'Inga, ce qui fait pratiquement 150 plus 90 MW qui sont retirés du réseau. Et c'est ce que vous voyez, la gêne dans l'alimentation de l'énergie électrique sur la ville de Kinshasa. Mais les ingénieurs et techniciens de SNEL Inga sont à pied d'œuvre et je crois que d'ici là, nous pourrons déjà remettre la première machine G23 et après nous remettrons le G26. Je crois que cela a été ressenti dans la population et dans notre clientèle à Kinshasa et nous promettons que la situation est maîtrisée et que nos ingénieurs sont à pied d'œuvre pour remettre la situation le G23 et le G26. Fin de ce jour-là, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Dimbelengi au Kasaï central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Moi, je vous fixe au rendez-vous demain à 20h. Excellent début de week-end à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.